J'aurais jamais cru, mais alors jamais cru, que je pourrais dire ça ne serait-ce qu'une fois dans ma vie. Dans ma putain de vie de cinéphile, quoi. Mais je pense qu'il est temps de l'admettre, mais ce film-là va marquer l'histoire du cinéma. J'en suis convaincu. PPR. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lécher, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la têche, on empêche dans mon caisse. Écarter les plus élevés, j'ai ta encule, c'est le patra glace au plus faible, madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé. De la cave, je suis comme Zeus, ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse, tu sens que ça passe, petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens, la haine puis la naissance, hella. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui une nouvelle vidéo, encore une appréciation, c'est sur l'un des films que j'attendais le plus cette année. Je pense que vous le saviez, mais oui, il est enfin arrivé et je pense que vous aviez attendu cette date vous aussi depuis un long moment déjà. Mais oui, on parle d'Oppenheimer, de Christopher Nolan. Un homme qu'on ne présente même plus puisque le mec il a fait Inception, il a fait Interstellar, il a fait Dunkirk, il a fait la trilogie de Dark Knight, c'est même lui qui a fait Memento. Bref, Christopher Nolan... Vraiment, c'est un gars qui a un gros CV du cinéma, surtout pour un gars comme lui et surtout de sa génération. En acteur principal, il y a aussi Cillian Murphy, qu'on connaît pour son rôle dans Peaky Blinders. Et si vous êtes fasciné par l'acteur et que vous vous intéressez au film qu'il a fait, je pense qu'avec tout ça, les mecs, vous avez largement l'embarras du choix. Aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant, Robert Downey Jr. aussi est dans le film. Il joue d'ailleurs le professeur Strauss, rien à voir avec celui de Aja, bien évidemment. En Gascogne, une pâtisserie porte son nom. En Algérie, les loukoums ne parlent que de lui. Le professeur de Strauss. C'est lui. Et le reste du casting, franchement les mecs, j'ai oublié la moitié des noms. Démerdez-vous pour savoir qui est qui. Oppenheimer nous raconte l'histoire de Robert Oppenheimer, qui est un physicien, qui est celui qui est l'inventeur de la bombe nucléaire dans notre histoire moderne à nous. Et du coup, le film va nous raconter exactement quelle a été son histoire à propos de la création de la bombe nucléaire, à savoir quelle a été son histoire, comment est-ce que ça a dérivé, comment ça se fait qu'il a voulu créer une bombe, pourquoi il y a les Allemands, si ça, bref. Je crois que vous avez compris, c'est une histoire qui se passe lors de la Seconde Guerre mondiale et on va suivre l'histoire du physicien qui a créé la fameuse bombe nucléaire. C'est un peu une sorte de documentaire, mais on va avoir ici-bas le point de vue de Robert Oppenheimer, justement, lui qui est l'inventeur de la fameuse bombe nucléaire. Donc ouais, je pense que vous avez compris, après Dunkirk qui s'est passé lui aussi la Seconde Guerre mondiale pendant la retraite des Anglais face à l'invasion nazie, là du coup on s'intéresse à l'invention de la bombe nucléaire. Je me demande quel autre sujet il va explorer, genre par exemple l'invasion des Américains sur le front nazi lors des années 44. Avant de parler du film en lui-même, on va parler de ce qui s'est passé autour du film, parce que je pense que c'est très important d'avoir à le souligner. Faut savoir que Oppenheimer est un film assez différent de ce que Christopher Nolan a fait. Je parle pas en termes de la réalisation ou quoi, mais c'est juste que ce film a été fait par Universal. Alors que Christopher Nolan, tu dis c'est Christopher Nolan, le gars en général il travaille avec la Warner, donc qu'est-ce que le gars vient foutre avec Universal? Normalement il a toujours fait ses films avec Warner, tu regardes Inception c'est Warner, Interstellar c'est Warner, Dunkirk et Tenet, son dernier film c'est Warner, bref, tous ces films sont Warner, même The Dark Knight, mais bon, en même temps, The Batman fait partie de DC Comics, et DC Comics... Alors du coup, on est en droit de se poser la question, pourquoi est-ce que Christopher Nolan a eu envie de changer de studio et ne pas fêter les 100 ans de Warner avec ce dernier, alors que c'est quand même lui qui leur a donné ces deux merveilleux films qui ont marqué son temps, quoi. Pourquoi? Et justement, vous vous souvenez dans mon appréciation de The Flash, lorsque je vous avais dit que Warner était en chute libre en termes de bénéfices parce qu'ils avaient annulé le film Batgirl? Et c'est justement là qu'on y vient. Lorsque Batgirl a été annulé, tous les réalisateurs qui ont travaillé dans la boîte de Warner ont pris peur, dont Nolan évidemment. Et le mec a donc du coup décidé de vite partir avant que son projet se fasse annuler en cours de route, parce que Batgirl c'était un film qui était terminé à 90%, il manquait juste le montage et les effets visuels et tout ça et le film était terminé. Sauf que les studios ont eu la bonne idée de l'annuler directement. En gros, le film n'a pas le droit de sortir, n'a pas le droit d'exister, bref, il disparaîtra dans les profondeurs de l'oubli sans jamais voir le jour. Du coup, la décision de Christopher Nolan a été véridique, il n'avait pas envie que son film se fasse annuler, du coup il s'est cassé. Suite à cela, Warner, ils le prennent mal parce que quand même Christopher Nolan, il a travaillé avec eux pendant plus de 20 ans, donc c'est normal que Warner, ils ont la haine. Du coup, c'est pour ça que le même jour de sortie de Oppenheimer, ils sortent un film plein de paillettes et de roses, Barbie, qui est bien évidemment un film Warner, et qui était un film qui a été fait exprès pour concurrencer Christopher Nolan sur le box-office.
Voilà, il n'y a aucune autre raison, bien évidemment. Donc du coup, si vous vous posez la question à savoir pourquoi est-ce que Barbie sort le même jour de sortie que Oppenheimer et qu'il n'était pas content ce jour-là, ouais bah vous savez pourquoi en fait. Voilà, Warner a décidé de leur casser les couilles, mais bon. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. J'aurais pu aussi vous parler d'autre chose, du fait que ma chambre, oui, a changé de peinture, hein. J'espère que vous aimez bien, même s'il manque quelques posters, mais c'est sur l'autre mur, hein, donc vous verrez bien. La parenthèse est enfermée, maintenant, parlons du film. Par où commencer? Bon déjà, faut que je vous raconte aussi cette fameuse histoire de la projection test. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une projection test d'abord? Eh bien, c'est simple. On fait venir des spécialistes qui s'y connaissent en cinéma, qui s'y connaissent en film, qui disent ce qui est amélioré ou pas. Et ensuite, on les amène devant un film que le réalisateur prépare en avance. Faut savoir qu'ils regardent le film quand des effets spéciaux sont pas terminés, ou quand il manque une ou deux scènes, ou quoi. Enfin bref, quand le film se termine petit à petit. Et en attendant, on fait venir une projection test, c'est-à-dire des personnes qui se disent s'il n'y a pas une scène à retirer, ou s'il ne faudrait pas rajouter telle chose, si vraiment le film est adapté à sortir dans les salles. Et les retours des projections test ont non seulement été véridiques, notamment auprès des sondages dont je suis tombé à droite à gauche pour savoir qui regardera Barbie et qui regardera Oppenheimer, mais d'après les projections test, ils ont été complètement traumatisés. J'invente rien. Et du coup, maintenant que j'ai vu le film, j'ai complètement adoré. Franchement, avoir une gifle comme ça, je ne saurais me souvenir de la dernière fois qu'un film ne m'ait giflé d'une manière, mais... Je ne saurais décrire ce que j'ai vécu. Je ne saurais décrire l'expérience transcendantale que j'ai dû vivre. Bon, déjà, on connaît Christopher Nolan. Déjà, c'est pour moi le meilleur réalisateur de sa génération. Et des générations à la suite, mais bon, en même temps, ça c'était pas compliqué. Le mec, il te fait un hôtel qui tourne sur lui-même, qui tourne quoi, pour dire à quel point le gars il est technique. Le mec, il est tellement réaliste que dans sa trilogie The Dark Knight, il fait voler un véritable avion en éclats et il est même capable de faire retourner un camion sur lui-même. Dans Tenet, le mec, il te fait cracher un Airbus sur un aéroport pour dire à quel point le gars il a de l'ambition et c'est un véritable avion. Et là, je me pose la question... Est-ce que Christopher Nolan a vraiment fait venir une bombe nucléaire sur son plateau de tournage? Après, je pense que ça aurait fait la une des infos. Et cette idée de mettre des plans en noir et blanc, notamment des séquences en noir et blanc, c'est une brillante idée. Même si bon, il y a des fois où le film est fait en couleur et d'autres fois en noir et blanc. Chose que je ne comprends pas. Pourquoi mettre des séquences en noir et blanc et d'autres pas. Mais le truc que j'ai trouvé incroyable, c'est que c'est tellement bien fait, ça retranscrit tellement bien l'époque à laquelle ça se passe que... Quand j'ai vu notamment la scène où il y a Oppenheimer et Einstein qui discutent ensemble, bon, ça observé là à travers une fenêtre, enfin c'est la caméra qui filme à travers une fenêtre, et ben c'est un plan où t'as presque l'impression que ce plan a vraiment été filmé à cette époque, tant elle te semble réaliste. Pour dire à quel point Christopher Nolan se dépasse. On pourrait presque confondre ça comme un film qui date des années 40. Bon, s'il n'y aurait pas eu la coloration, tout ça, et les 2-3 petites séquences filmées comme un film de maintenant. Ensuite, les acteurs, bon, je vais pas m'attarder dessus, parce que de toute façon, Christopher Nolan a toujours su prendre des acteurs de qualité, hein. Le mec, il a toujours mis des castings 5 étoiles, hein. Si vous regardez tous les films qu'il a fait, il y a toujours eu des acteurs vraiment excellents. Vous pouvez tous les voir si vous voulez. Et c'est vrai qu'avoir Robert Downey Jr. dans le rôle de Strauss, qui n'a rien à voir avec le personnage de Jean-Luc Bideau. Bah, en général, t'imagines souvent Robert Downey Jr. dans le rôle du playboy sympathique qui fabrique des machines et qui est multimilliardaire. Non, je faisais pas référence à Iron Man du tout, les mecs. Bah putain, Robert Downey Jr. m'a épaté sur ce coup. Là, j'avoue que Robert s'est dépassé là aussi. Enfin, pas Robert de Cillian Murphy, non, je parle de Robert Downey Jr. les mecs. Cillian Murphy, j'ai pas vu beaucoup de ses films, mis à part évidemment Batman Begins et Dark Knight Rises. Bah ouais, là je pense que pour l'instant, c'est peut-être son meilleur rôle. Après, j'ai pas tout vu non plus, mais... Ouais, franchement, je pense que Cillian Murphy a peut-être signé son meilleur rôle, peut-être même le rôle de sa vie, je sais pas. On va pas abuser sur le sujet non plus. Le scénario, bon, à première vue sur le papier, ça a l'air presque écrit comme un documentaire, hein, qui passe sur Arte, ou qui te résume l'histoire, tout ça, enfin bref, qui est passionnant en premier abord. Mais en vrai... Quand tu regardes la réalisation qui l'accompagne avec, t'as quasiment l'impression de voir un film. C'est littéralement le film qui nous rappelle pourquoi est-ce qu'on va au cinéma. Voilà, fallait donner une description à ce film, ouais. Le scénario il est tellement bien écrit que on a réussi à te faire un documentaire, une histoire. C'est-à-dire, on s'est servi de l'histoire documentariste de Martin Oppenheimer à partir des faits, et on a réussi à te construire une histoire sur ses émotions, ce qu'il ressentait lorsqu'il a fait tel événement et tel autre événement, et aussi ses histoires avec ses amants, tout ça, et même ses histoires de cul presque.
et aussi son propre point de vue. Je pense qu'un documentaire normal, mais jamais il t'aurait décrit la vie d'Oppenheimer de cette manière. Non, non, tout aurait été précisé sur des faits, à savoir il s'est passé ci à telle époque, il s'est passé ci à telle époque, tout ça. Alors que Oppenheimer, ce n'est pas du tout ça. Ça montre juste l'histoire d'un homme qui avait une ambition et voulait la pousser jusqu'au bout. Et on va suivre son ambition plus que ce que l'on va nous la raconter. Moi, je pense que le seul bémol que j'aurais peut-être à reprocher, c'est que il y avait des parties qui peut-être étaient trop longues, parce que c'est vrai que 3 heures pour un film comme celui-là, c'est long, c'est très long, surtout pour des gens qui ont envie que ça bouge ou quoi, mais bon, en même temps les gens, on leur sert tellement de l'action qu'à un moment donné, ils veulent de l'action absolument partout, alors. Si tu rajoutes à ça en plus une musique, j'avais oublié que on pouvait se servir de la musique boniment dans un blockbuster américain. Parce que je sais pas si vous avez remarqué dans tous les blockbusters américains, enfin tous, il y a 2-3 exceptions bien sûr, hein, on est d'accord. Mais il y a des fois où on utilise tellement la musique comme situation ou juste histoire de mettre un petit peu d'ambiance dans le film qu'on regarde qu'à un moment donné, la musique on n'y fait même plus attention, on n'y prête plus attention même. La musique on s'en fout presque. Évidemment grâce à la musique on a un petit peu d'immersion, mais à force la musique on n'y prête presque pas attention et on se sent pas aussi immersifié que le film lui-même. Ce qui fait que du coup des fois on a affaire soit de la musique lisse, soit une musique qu'on va oublier une fois être sorti de la salle. Bon, je te dis ça en pensant à tous les films Marvel qu'on croise, mais je peux aussi te dire ça envers tous les films, tous les blockbusters qui sortent. Je pense par exemple à No Trouble qui sort sa suite cet été d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un se souvient de la musique de ce film d'abord? Est-ce qu'il y avait même de la musique presque? Mario Bros le film, ok, il y avait de la musique sympatoche, mais bon, ça en même temps, c'est normal, c'est des musiques de Mario qu'on connaît. Mais à un moment donné, jamais les compositeurs musicaux se disent allez, on va peut-être inventer une nouvelle musique juste pour ce film, comme ça, au moins, ça permettra de donner une identité. Non, non, juste on utilise des musiques que les vieux ils écoutaient à l'époque, et voilà, hein, c'est tout, hein, on va pas se démerder plus que ça. Il va dans Oppenheimer, t'oublies tout ça, t'oublies tout ça. Là, la musique, elle est tellement efficace, tellement immersive, et tellement audible que ça peut te rester dans la tête pendant un long moment. Sauf si t'as ton frère à côté qui fait copilote et qui fait tchiki tchiki dans sa tête tout le temps. Putain, j'ai abusé, je me suis mis le truc dans la tête. Mais bref, tout ça pour dire que ce film est légendaire dans sa musique. Parce que la musique, elle est tellement immersive et elle te met tellement en suspense et t'immersifie tellement bien dans le film que la musique peut te rester dans la tête et t'as vraiment l'impression de vivre une expérience quasiment transcendante. J'aurais aimé vous la faire passer dans cette après-séance, mais bon, je vais juste m'abstenir, histoire que je puisse vous en parler lors de mon top 10 de l'année. Hein. En d'autres termes, ce film coche toutes les cases que ce que doit être un film extraordinaire. Je pense même que ce film va peut-être marquer l'histoire, mais je pense surtout à une scène en particulier que évidemment je peux pas vous spoiler, et je pense que vous voyez à peu près de quelle scène je parle, mais bon, si vous êtes passionné d'histoire, allez voir ce film. C'est vraiment un film à vous suggérer, genre vraiment le film de l'été à voir, c'est obligé. Si tu peux pas aller voir ce film, désolé pour toi ma gueule. Mais vraiment j'insiste, c'est pas un film que tu peux t'attendre à voir, à attendre que ça vienne en streaming ou quoi, non non, c'est vraiment le film qu'il faut que tu vois au cinéma, parce que tu pourras jamais le voir ailleurs. Le cinéma c'est le meilleur endroit pour admirer ce genre de film, tellement cinématographiquement parlant c'est aussi bien filmé, tellement il y a des images qui sont magnifiques, tellement la musique est immersive et tellement les acteurs se donnent à fond dans leur rôle. Bref, c'est vraiment le film à voir de cet été. C'est genre, tu vas à la plage, tout ça, tranquille avec tes potes, tu fais un coup en parc d'attractions, un coup tu vas à la plage, un coup tu vas à la glace, piscine, tout ça, bref. Tu t'amuses avec tes potes en faisant ton bon programme de journée et de soirée pendant ta semaine là-bas, au Bahamas, je sais pas où, et bref, tu t'éclates. Et vraiment, si vous avez l'occasion de partir, dès votre fin de journée, profitez-en de 3 heures pour aller voir Oppenheimer au ciné. Parce qu'au moins, vous pourrez finir votre semaine de vacances dans n'importe quel pays ou n'importe quelle ville en allant voir ce film, tellement vous allez en prendre plein la gueule et vous allez au moins finir votre été avec d'excellents souvenirs. Et si vous êtes passionné de physique et vous êtes en train de réviser votre bac pour ceux qui galèrent un petit peu en bac mathématiques, je pense qu'Oppenheimer pourra vous donner 2-3 tuyaux, hein, donc allez-y, allez consulter, vous allez voir. Si vous adorez l'acteur Cillian Murphy, il y a des chances que vous allez kiffer, il y a peut-être même des chances que vous dites que c'est le meilleur film auquel il est postulé. Et si vous avez envie de voir Robert Downey Jr. dans un autre rôle que le playboy milliardaire qui se la pète devant tout le monde, tous les Avengers dans un autre rôle, ouais Oppenheimer aussi sera fait pour vous et au moins ça va permettre à Robert Downey Jr. de pouvoir un petit peu sortir de sa zone de confort. Et si ça fait longtemps que vous avez plus vu un film aussi qualitatif,
ouais, bah, Oppenheimer sera littéralement fait pour vous. Mais après, si vous avez plus envie de voir autre chose, Barbie, sérieusement, non, parce que à part plaire aux petites filles et rajouter de la couleur, du rose et tout ça, ouais, vous allez avoir un divertissement sympatoche que vous allez oublier le mois d'après, hein. Ça sert à rien de vous focaliser dessus, les mecs. Bref, avant de passer à la section spoiler, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent, parce que bah, je pense que ça va piquer. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour être au courant des nouveautés que je sors. Et donc du coup, si vous voulez aller voir ce film, je vous conseille fortement d'aller le voir et de revenir après en spoiler, parce que là, je peux pas vous dire de rester ici pour ceux qui n'ont pas vu le film. Non, non, allez voir Oppenheimer. Allez le voir et revenez me voir en vidéo pour qu'on en parle. Je suis quand même un petit peu dégoûté pour commencer ces questions spoiler. Je n'ai pas vu le film en 3D, alors que je pense qu'en 3D, il a dû être extraordinaire. Ça aurait dû être beau. Mais bon, malheureusement, j'ai pas cette chance. Hein. On a décidé d'y aller en famille et de 3, même pas la 3D, parce que soi-disant, ça fait mal aux yeux. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ok, le film il dure 3 heures, mais les 3 heures... Et tu les senti passer presque. J'ai juste regardé l'heure 2-3 fois et c'est tout, hein. Sinon, à part ça, je ne me suis jamais senti aussi immersifié de toute ma vie presque. C'est la première fois que je vois un film comme celui-là. Je me souviens même plus de la fois où je me suis senti aussi immersif. Peut-être avec Transformers Rise of the Beast, mais bon, en même temps, c'est normal. Je suis un fan de Transformers, c'est à côté. Transformers, c'était juste un petit blockbuster sympatoche à se faire, quoi. Pour moi, c'est simple. Oppenheimer, c'est la confirmation de... Enfin, comment dire, la sacralisation, bref, la confirmation de tout ce qu'il a entrepris ces 20 dernières années lorsqu'il a travaillé avec Warner. Et surtout, un gros fuck pour lui avoir dit que son film risquait d'être annulé. Hein, coucou Bad Buck Girl, évidemment. Au passage aussi, les décors, j'en ai pas parlé, mais oui, c'est réaliste, c'est beau. Surtout, les séquences en 3D qui... Enfin, en 3D, qu'est-ce que je raconte? En noir et blanc, qui sont hyper réalistes, surtout pour un film en noir et blanc, parce que en général, quand tu te dis que c'est un film en noir et blanc, bah ouais, on rajoute juste la couleur et la réalisation qui change, hein, y a rien de spécial, mais juste rajouter le noir et blanc dans ce film, moi j'ai presque l'impression que ça a tout fait. Moi, le truc que je trouve dommage, c'est que c'est dommage que ce soit rajouté juste à certains plans et certaines séquences et pas à d'autres, malheureusement. Parce que bah, t'as des fois où t'as le film est en noir et blanc et d'autres fois où c'est coloré. Pourquoi moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une sorte de petite transition du coloré au noir et blanc, mais non, malheureusement. Et j'avoue quand même que les scènes de sexe dans Oppenheimer étaient plutôt sympatoches, surtout que, oui, hein, Christopher Nolan qui montre des nibards se balader dans un film, oui, c'est audacieux. J'aurais pas grand chose à dire. Mais c'est vrai que la relation avec cette femme communiste était peut-être assez précipitée dans l'histoire. Mais au moins ça va, ça reste cohérent et surtout assez bien raconté sur le... Au-delà de ça, les événements historiques sont parfaitement bien racontés et servent aussi de pas mal de construction juste pour aboutir à une scène. Parce que d'ailleurs ça, ce genre de choses, faut qu'on en parle aussi. J'ai remarqué que dans certains films, il y a toujours une scène qui nous reste en tête à chaque fois qu'on regarde un film. Sauf que le gros problème, c'est que Oppenheimer met une baffe à toutes les productions qui sont sorties à ce sujet. Et le gros problème, c'est qu'on misait absolument tout sur une scène dans un film, et cette scène était censée souvent être la plus épique, tout ça, alors qu'en vrai, quand tu regardes le film autour, bah, le film entier presque, c'est un pétard mouillé, il y a juste une scène de potable, et le reste, bah, ça tombe un peu à plat. Alors que si tu veux qu'une scène soit aussi épique et percutante que tout ce que tu as vu dans ta vie, faut quelque chose qui soit raconté derrière. Par exemple, dans Rocky, on se souvient tous de la scène où Rocky grimpe un escalier et tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a une histoire derrière cette scène. Il n'y a pas que la scène où Rocky monte les escaliers en question avec la musique et tout. Hein. Il y a une histoire derrière, à savoir Rocky qui s'entraîne, qui a vécu la dèche avant ça, mais qui est obligé de se surpasser pour pouvoir se dépasser. Et la scène en question, il grimpe les escaliers. Bah, c'est censé être la scène la plus épique et glorifiante, simplement parce que bah, cette scène est censée montrer non seulement la finalité de son entraînement, mais de montrer qu'il s'est dépassé et qu'il est fin prêt à la bataille finale à son combat qui est censé suivre. Creed a aussi ce schéma narratif, mais bon, Creed après, ouais, c'est le même schéma narratif, alors, mais l'histoire est la même. Mais ce genre de formule-là, j'ai l'impression qu'il y a plein de films qui visiblement ne l'ont pas compris. Et je pense que le meilleur exemple de tout ça, c'est Avengers Endgame. Je sens que je vais me faire frapper dessus. Ok, la scène de la bataille finale d'Avengers Endgame est épique, mais le problème c'est que, ok, il y a une histoire de 21 films derrière qui suivent, ça c'est sympa, il y a un rassemblement énorme de super-héros qui vont enfin se battre côte à côte ensemble contre une armée tout entière, génial, ok, c'est épique et tout ça, mais au final, quand tu regardes un petit peu plus le film en détail,
tu te rends compte un petit peu de la supercherie. Tu te demandes comment ça se fait qu'il y ait plein de mecs qui sortent de portail, et puis surtout comment ça se fait que Strange et compagnie savent où est-ce qu'il faut ouvrir quelques portails, comment ça se fait qu'il y ait Valkyrie qui se ramène avec plein de Valkyries, comment ça se fait que Wong et Strange ont ramené plein de sorciers qui ne connaissent même pas. Bref, t'as plein de questions comme ça qui se demandent... les mecs, vous nous dites nos gueules c'est magique là en fait. Ok, la scène est épique, ok elle est incroyable, ok on a attendu ça pendant plus de 11 ans. Mais le gros problème c'est que, bah, qu'est-ce qui a été raconté au final? Et qu'est-ce qui fait que la scène est plus épique que ça? Bah ouais, au final pas grand chose. Au final on se rend compte que la scène est incroyable et épique et que c'est quelque chose qu'on verra presque jamais. Mais au final, si l'histoire derrière, c'était juste chacun qui est dans son coin, tout ça pour se rassembler à un endroit et créer une incohérence juste pour se battre dans un seul point, bah, moi je trouve que c'est à la fois un peu du gâchis et surtout vide. Et quand je vous dis que Oppenheimer met une gifle sur ce sujet, je ne suis pas du tout en train de déconner. Parce que quand tu regardes Robert et compagnie créer cette bombe la plus minutieusement possible et surtout avec tous les détails qui s'y concient, ensuite en plus de ça avec la vie privée que mènent Robert et compagnie chacun de leur côté et ce qui se passe autour, comment se passe la guerre, etc. Bah, tu suis petit à petit chaque événement et tu te demandes exactement où est-ce que ça va aboutir et est-ce que le projet de Robert va réussir, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que tout ça va finir. Et quand tu regardes comment tout ça est construit et tout le développement de jusqu'à où ça mène, et qu'on en arrive à la meilleure scène du film, sans aucune exception, peut-être même la meilleure scène de ces dernières années, à savoir l'explosion de la bombe nucléaire. Putain. Ah ouais, là, tu te rends compte de la chose. Tu te rends compte, en fait. Tout ça a mené à une explosion tellement spectaculaire que non seulement t'en as le souffle coupé, qui en plus n'a pas le moindre bruit, et ce jusqu'à ce que le gros boom puisse arriver. Franchement, quand tu regardes tout ça, tu regardes tout ce phénomène, tu te dis, putain, tout ce film a mené jusqu'à là. Oh là 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 là. Mais en plus, la scène de l'explosion, elle est littéralement tellement explosive que même Michael Bay, je sais même pas s'il sera capable d'arriver à ce niveau. Vous vous souvenez de mon débat sur le film Transformers de Michael Bay, comme quand je disais que quand j'étais petit, les explosions, ça m'avait fasciné, tout ça, et que je me suis pris d'amour pour le cinéma grâce à ça. Et bah putain, là j'avoue que là, Michael Bay, je pense que quand il a vu le film, il a dû se mettre en sueur et qu'il a dû se dire que ouais, le mec il adore quand ça fait des explosions, il adore quand c'est dynamique, tout ça. Mais je pense que quand il a vu Oppenheimer, ouais, la tarte a dû être violente. Je pense même qu'il doit le ressentir encore. Ah tiens, je crois qu'on entend son âme là-bas. Ah ouais, ça, je pense que ça fait encore un peu mal. On va le laisser se reposer. Parce que l'explosion est juste bluffant. C'est absolument magnifique. Quand tu vois tout le feu qui s'en dégage, l'explosion que ça donne. J'ai jamais vu ça dans un cinéma. J'ai jamais vu ça dans un film. Et le voir au cinéma était une expérience absolument inouïe. Quand je vous dis qu'il faut aller voir ce film au cinéma, c'est que c'est pas pour rien. Oui, non, je sais, j'ai changé de plan, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai changé chez ma chambre, en fait. Ça n'a aucune utilité, ma gueule. Tout ça pour qu'après, la scène qui suit montre les conséquences de tout ça. En fait, c'est simple. Quand on résume ce film comme ça, on a l'impression que la structure du film classique a été presque entièrement modifiée de sorte à ce qu'il soit assez parfait. Bon, je vous explique comment fonctionne un film. Déjà, quand tu veux construire un film, il faut 4 bases précises, à savoir une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties qui suivent et une conclusion. Si t'as pas ces 4 bases pour faire ton propre film, ouais bah c'est niqué. Hein. Et bah la construction de ce film, croyez-moi que tout ce qui s'ensuit est juste parfaitement bien construit. En fait, dans Oppenheimer, c'est simple. La situation initiale, c'est Robert qui veut construire sa fameuse bombe nucléaire pour créer une expérience scientifique qui n'a jamais été faite jusqu'alors. Et sa situation initiale, ça va être tout le processus de création de sa fameuse bombe. Et évidemment, l'élément déclencheur, je vous apprends rien en disant que c'est l'explosion, hein, qui est évidemment la meilleure scène qu'on ait vue dans l'histoire du cinéma, peut-être. Et cet élément déclencheur va évidemment amener, pendant la dernière heure du film, à toutes les séquences du procès de Robert contre lui suite à ses nombreuses divergences et surtout les conséquences que ça va amener sur le monde qui sont parfaitement bien amenées. Et évidemment, la conséquence de tout ça, c'est la future fin du monde, à savoir que créer une bombe nucléaire comme celle-ci était peut-être la pire idée de l'histoire de l'humanité. Et si vous pensez réellement que ça va se passer comme dans The 100,
Les mecs, faut décrocher un petit peu, se reconnecter un peu à la réalité. De toute façon, fallait bien que le film se termine comme ça, hein, les mecs. Je sais que ça gâche un petit peu votre fin et que vous avez pas envie d'avoir une fin ouverte et que pas beaucoup de gens aiment les fins ouvertes. Mais à un moment donné, les mecs, fallait bien que ça termine comme ça. Comment est-ce qu'un film qui parlait de la bombe nucléaire pourrait se finir sinon? Non, juste dire qu'on a donné une arme de destruction massive au reste du monde et qu'ils peuvent s'en servir quand ils le veulent pour détruire l'entièreté de l'humanité. Ouais non, pour moi il n'y a pas de meilleure fin possible. Se dire ce qui va se passer par la suite, ouais, bah ça n'appartient qu'à nous les mecs, hein. Enfin, au gouvernement évidemment, hein, qui eux peuvent se servir de la bombe quand ils veulent. Et d'ailleurs au passage, sachez que c'est la toute première fois que je m'attache à une communiste. Oui, la femme communiste avec laquelle Robert a couché, ouais, franchement, elle était extraordinaire. C'est la première fois que je m'attache autant à une communiste. Alors qu'en général, ouais, tu t'attends à un communiste, si tu connais un communiste dans ta vie. Bref, je pense que tu te rends compte qu'avec toutes ces qualités-là, c'est tout à fait normal que le film soit noté 10 sur 10 de presque partout et que le film est presque quasiment un phénomène alors que le film vient à peine de sortir. C'est ouf. Mais franchement, avoir un film comme ça fait vraiment du bien. Mais en même temps, on nous sert tellement la même sauce à la cantine, à la cantine, ouais, du coup, et on nous sert tellement aussi les mêmes burgers dans le McDo, que c'est pas étonnant qu'il y ait plein de gens qui sont décidés d'aller au restaurant pour vraiment se régaler de quelque chose de neuf et de qualitatif et d'artistique surtout. Parce que franchement, c'est bon, mec, se taper le double cheese en moche et avec de la viande non halalisée et mal cuit, c'est bon, stop, hein, j'en ai marre du McDo. Arrêtez McDo. De toute façon, McDo, c'est tellement devenu dégueulasse que j'en ai encore le goût de son Fanta qui traverse encore la langue. Et c'est pas un compliment du tout. Là, par exemple, un Barbie, ok, le film va battre des records au box-office, mais ça, ce sera parce que leurs darons et les petites filles, ainsi que les gars et les meufs ultra romantiques vont les amener voir ce film. Mais au final, qu'est-ce que ça va apporter de nouveau, ce film? Barbie, ce sera juste un film qui sera là pour arrêter Christopher Nolan. Sauf que, bah, son Oppenheimer, lui, il va tout niquer, les mecs. C'est bon. Le film même, il a tout niqué. Warner a juste prouvé que Christopher Nolan était littéralement supérieur à eux. Parce que de toute façon, les gars, ils sont jamais capables de capter la supercherie. Donc au final, bah, c'est Warner qui se sera niqué tout seul. Alors que Christopher Nolan, lui, il fera ce qu'il a toujours fait, de l'art. Du coup, pour conclure, Oppenheimer, c'est peut-être le meilleur film de l'année. Après, il faut pas s'attarder pour dire que ça va être l'un des meilleurs, mais bon, pour l'instant, je suis encore en train de me faire mon top 10 dans ma tête. Donc pour voir quand est-ce qu'il sera top 1 ou pas, bah... ouais, va falloir attendre jusqu'en décembre, petit gars. C'est pour ça que je te le redemande encore une fois de t'abonner pour activer la petite cloche et être au courant des nouveautés qui viennent. Et aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est important. Donc bref, du coup, pour conclure tout ça, non seulement Christopher Nolan mérite l'Oscar du meilleur réalisateur, sans délai. C'est donnez-lui tout de suite, quoi. Et par la suite, bah, je pense que ce film va révolutionner l'histoire. On en parlera dans 10 ans, mais ouais, je pense que cette scène de l'explosion nucléaire qui aura lieu dans ce film, il va me rester dans la tête pendant très longtemps. Très longtemps. Et donc du coup, c'est quoi la note que je lui donnerais? Bah, je pense que la note n'est pas à débattre, mais je pense qu'un bon 95% s'impose. Parce que moi, je pense que le truc qui m'a dérangé dans ce film, c'est que peut-être pour ce que ça raconte, c'était trop long. Mais bon, en même temps, c'est un film qui dure 3 heures et pour ce que ça a raconté, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu long. Encore pour la partie avec la situation initiale, tout ça. Ouais, ok, hein, je pouvais comprendre. Mais au final, bah... il y a eu peut-être un peu trop de détails à rajouter, tout ça, mais au final, je pense que... non, je pense que le mieux, ça aurait été peut-être de couper 2-3 scènes qui rallongent peut-être un peu trop le film. Et je pense que ça aurait été un peu mieux. Mais bon, à part cette faute, avec tout ce que le film nous a à offrir, je pense qu'un bon 95% ça peut s'imposer. Et juste le problème de la longueur peut être facilement pardonné. Et je pense même que c'est un film que je pourrais me revoir au cinéma. Juste, j'aimerais le revoir en 3D. Et en VO aussi, parce que je pense que ce serait mieux. Bon, voilà les gens, c'est enfin tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, bah, comme d'habitude, vous pouvez toujours liker, commenter, etc. Et n'oubliez pas que, normalement, dès le 25 juillet ou le 26, ça va dépendre de quand je sortirai cette vidéo. Mais oui, je prépare les 6 ans de la chaîne et je pense que c'est une vidéo qui plaira beaucoup, surtout à mes anciens abonnés, vous verrez. Mais bon, je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, encore une fois, comme ça, moi, vous êtes au courant. Et nous, bah, du coup, on se retrouve pour cette prochaine vidéo là. Allez, c'était Red Satire. Ciao les gars. C'est trop sale, t'as fait trop de sale, c'est